les livres que j'ai commencé à vendre sur le parvis, c'est des livres en fait qui appartenaient à la librairie Folie d'encre, qu'elle m'a mis en dépôt d'une certaine façon, et qui m'a beaucoup aidé parce que déjà ça m'évitait d'avancer des sous pour les acheter. Et ils ne me facturaient que les livres que je vendais. C'est-à-dire les livres que je vendais pas, ils les récupéraient dans leur librairie. Et je me gérais, quoi. Je faisais mes commandes, je commandais les livres que je voulais. Tu choisissais t'as choisi tous tes livres. Tous les livres que j'ai mis sur la table, c'est moi qui les ai Mmh. choisis. Par rapport à ce que je connaissais, par rapport à ce que j'avais envie de mettre en avant, par rapport à ce que j'ai pu découvrir en étant dans la librairie, ou des recommandations, voilà, en échangeant avec les personnes, les libraires ou les clients. Et voilà, le 6 juillet 2019, c'est là que mon projet, que j'avais déjà en tête depuis plusieurs années, se matérialise concrètement, en fait. Même si ça paraît tout simple, c'est juste une table avec des livres à la gare, quoi. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P, The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble. Bonjour, ici P The Builder, avec comme invité aujourd'hui Luc de Dealer de Livres. Yes, bonjour Papou. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va, pépère. Yes, merci pour l'invitation. De rien, avec plaisir, je suis content que tu l'aies accepté. Je t'ai invité parce que je trouve que ton idée est innovante. La façon dont tu l'as fait, dans le lieu dans lequel tu l'as fait est très innovant. En tout cas, ça se rapproche à ce qu'on peut faire aussi en Afrique quand on va utiliser les matières premières. Et tu l'as fait dans le monde du bouquin. Donc je trouve ça vraiment intéressant et je voudrais mettre de l'éclaircie là-dessus. Mais avant tout, je voudrais commencer par qui tu es. Ok, déjà merci. Qui je suis, je m'appelle Luc Pinto Barreto. Aujourd'hui j'ai 34 ans. Et qui je suis aujourd'hui, je peux dire que je suis libraire ou libraire en devenir. Je suis un père de famille aussi, je suis un fils, je suis un compagnon, on va dire, pour pas dire mari parce que je suis pas marié, mais un compagnon. T'as grandi où? J'ai grandi, alors je suis né à Paris dans le 13e, jusqu'à il y a 3 ans maintenant où je vis à Saint-Denis. Mais j'ai principalement vécu dans le 13e arrondissement de Paris. Ok, t'as fait quoi comme études? Ouais, les études, c'est un peu, il y a pas mal de zigzags, on va dire jusqu'au bac. J'ai eu un bac STI. Je sais même plus si ça s'appelle comme ça aujourd'hui, génie mécanique. Mmh. Parce qu'à l'époque, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais un peu l'idée de devenir ingénieur. Enfin, voilà, c'est un peu aussi les rêves des parents, on va dire, les envies des parents. Puis, j'ai poussé ça jusqu'au DUT, je crois. Un DUT génie thermique et énergie. Mais entre-temps, j'ai fait aussi un petit passage par la fac. Enfin, j'ai à un moment donné, en fait, j'ai arrêté les études. J'ai eu mon bac, moi, en 2005-2006. Je suis rentré à la fac à la base parce qu'à un moment donné aussi je voulais être journaliste. J'avais tenté une école de journalisme, bon ça a pas fonctionné et puis je me suis dit autant essayer de d'avoir une culture générale. Donc j'étais parti à la fac dans les années 2006 à la fac de Nanterre. Je suivais un cursus histoire sociologie. Moi j'ai fait 1 an, j'aimais beaucoup la fac, l'univers de la fac, les études tout ça, mais j'avais pas validé mon année, j'avais pas envie de retaper et puis je me disais je vais faire quoi avec une licence d'histoire sociaux, mis à part devenir peut-être enseignant, ça m'intéressait pas et le journalisme aussi c'était passé. Du coup je réfléchissais beaucoup en me disant il me faut une formation entre guillemets professionnalisante pour trouver un métier derrière. Donc je suis revenu sur le monde plus technique, donc j'ai fait un DUT, si je me rappelle bien ça doit être entre 2007 et 2009 quoi. Je suis un DUT et ce DUT, il a été important pour moi, pas tellement pour les études, mais pour le stage de fin d'année que ça m'a permis de faire. Mmh. Voilà, en DUT, en BTS, dans toutes ces formations générales, on a un stage de fin d'année à réaliser. Et moi, c'est un stage que j'ai pu faire à l'étranger au Sénégal. Donc, j'ai passé 3 mois au Sénégal de avril 2009 à juillet 2009. Et pendant cette période-là, déjà, il y a eu un peu un changement, on va dire, de vision dans ce que j'avais envie de faire de ma vie, dans la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Le fait que tu sois en Afrique.
le fait que je sois en Afrique, voilà. Alors, c'était pas la première fois que j'allais en Afrique. L'année juste avant, en 2008, j'avais été au Cap-Vert, parce que moi, je suis d'origine capverdienne et martiniquaise. C'est mon père qui est du Cap-Vert, ma mère qui est de la Martinique. Et voilà, ça faisait plusieurs années que voilà, je tannais un peu mon père pour lui dire, vas-y, ce serait bien qu'on aille au Cap-Vert, qu'on y aille tous ensemble. Tu nous parles tout le temps du Cap-Vert, la nostalgie, machin, comment c'était quand tu étais plus jeune. Mais nous, on connaît pas. Moi, j'avais été très petit, mais donc j'avais pas de souvenirs. À 3 à 4 ans comme ça. Et puis depuis, on n'avait jamais été. Du coup, 2008, on va au Cap-Vert. Moi, on a passé 2 mois, les vacances d'été. J'en ai profité pour faire une petite escapade en Guinée-Bissau, parce que j'ai aussi de la famille en Guinée-Bissau. Et puis, revenu en 2009, j'avais envie, voilà, d'aller découvrir une autre partie de l'Afrique, quoi. Et j'avais un cousin, notamment, j'ai aussi pas mal de familles au Sénégal. Voilà, il y a pas mal de Sénégalais ou Cap-Verdiens sénégalais qui sont basés au Sénégal, à Dakar. Et j'avais un peu des contacts avec les gens de ma famille là-bas. Et notamment un de mes cousins qui, lui, a monté une boîte dans l'énergie solaire. Et comme moi, j'étais en DUT génie thermique et énergie, ça pouvait correspondre. Et puis, il y avait une petite réunion où on nous expliquait qu'on pouvait faire des stages à l'étranger. Du coup, moi, je me suis dit, ouais, c'est le bon plan pour aller faire mon stage au Sénégal, passer 3 mois, découvrir un autre pays d'Afrique. Et voilà, découvrir aussi le Sénégal, l'Afrique, entre guillemets, en dehors des livres, quoi. Vraiment sur le terrain et d'une façon un peu particulière, parce qu'il y a le côté stage, il y a le côté famille. C'est pas juste faire le touriste, mais c'est aussi travailler, voir quelles sont les possibilités de travail là-bas. Du coup, 2009, j'ai fait ça. Après, j'ai fait quoi? J'ai poussé en licence, une première licence, toujours dans le domaine des énergies renouvelables. Bon, ça a floppé. Après, j'ai bossé, j'ai commencé à bosser. C'était une envie ou tu te laissais porter quand t'es dans l'énergie renouvelable? T'as quand même envie de bosser dans ce secteur-là? Ouais, au départ, j'ai envie parce que, en fait, moi, j'ai un peu un modèle, si tu veux, entre guillemets. À cette époque-là, j'étais beaucoup influencé par une personnalité, une figure africaine qui s'appelle Amilcar Cabral, qui, voilà, en lisant un peu ses biographies, son histoire, etc. Lui, en gros, c'est un Cap-Verdien qui a grandi en Guinée-Bissau et tout, qui est né en Guinée-Bissau, qui a lutté pour l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Et en fait, dans son histoire personnelle, il y a le côté de vouloir résoudre un peu les problèmes concrets que l'Afrique ou une certaine Afrique peut connaître. Notamment au Cap-Vert, il y a eu beaucoup le problème de la famine. Dans des années, alors j'ai plus les dates en tête, mais il y a eu 2 grosses famines qui ont fait que il y a eu beaucoup de morts. Donc c'est quelque chose qui a un peu marqué les gens de cette époque-là. Et Cabral, bon, lui, il était un peu, on va dire, privilégié par rapport aux autres Capverdiens, Guinéens, parce qu'à l'époque c'était encore la colonisation. Son père, lui, était enseignant et il a pu avoir une bourse d'études pour aller étudier au Portugal, à Lisbonne. Et il a étudié l'agronomie, parce qu'en gros, un peu dans sa tête, c'était vu qu'on on a des problèmes de famine, je vais étudier l'agronomie pour un peu résoudre ces problèmes-là, l'agriculture, et faire en sorte que les problèmes de famine ne reviennent plus. Et moi, comme j'étais un peu dans le même esprit, je me suis dit, voilà, on dit tout le temps que l'Afrique, il n'y a pas d'énergie, machin. L'énergie solaire, l'énergie renouvelable, c'est un peu le truc, à l'époque, en tout cas, on en parlait vraiment beaucoup, peut-être aujourd'hui un peu moins, mais c'était un peu le truc du moment. Je me suis dit, vas-y, je vais suivre un peu mon modèle spirituel et je vais faire des études d'énergie renouvelable pour pouvoir apporter ma petite pierre au développement du continent africain. Donc j'avais ça en tête vraiment, mais le souci c'est que j'étais pas bon en fait dedans. Les études vraiment techniques, tout ça, j'ai été bon, on va dire jusqu'au lycée, mais après je sais pas, il s'est passé quelque chose où j'étais plus dedans. Donc même si j'ai eu mon DUT, tout ça, j'ai validé des trucs, j'étais pas bon en fait dedans. Donc ça m'a vite, démotivé d'une certaine façon, parce que j'avais envie de me réaliser là-dedans, mais je voyais que j'étais pas bon et que tu peux pas tricher là-dedans. Ça sert à rien de bluffer. En plus, comme je faisais un stage avec un cousin à moi que j'estime beaucoup, voilà, je voulais pas non plus le mettre en difficulté. Lui me permettait de faire ce stage-là dans sa société et à travers ce stage-là me faire découvrir aussi le Sénégal, enfin la famille, etc. À côté de la famille que je connaissais pas spécialement. Donc je me suis toujours senti un peu redevable. Donc je me disais, l'idée c'était que je fais mon stage avec lui et après limite même il m'embauche et on travaille ensemble. Mais comme je me sentais pas bon, je me suis dit j'ai pas envie d'être un boulet pour lui quoi. Où il faut toujours qu'il m'explique les trucs, où il aurait fallu que je sois beaucoup plus autonome. Donc j'ai un peu lâché l'affaire là-dessus et puis mais j'avais toujours mon envie d'aller me réaliser en Afrique, sur le continent africain. Donc je suis passé par une autre voie. Je me suis dit, vas-y, les énergies renouvelables, c'est mort, entre guillemets.
quel métier je pourrais faire qui va me permettre peut-être d'aller travailler, trouver du travail en Afrique. Je me suis dit, je vais me mettre dans l'hôtellerie, en fait. Le tourisme, l'hôtellerie, je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen. Donc, je te dis ça, c'est un peu fouillis, tu vois. J'ai eu mon bac, je suis allé à la fac, je suis revenu. Non, même pas, j'ai eu mon bac, j'ai fait d'abord une année de BTS en alternance. Ça a pas fonctionné. J'ai bossé un peu. J'ai bossé à la SNCF au guichet, quoi, en tant que saisonnier. Je suis allé à la fac parce qu'à un moment, je voulais être journaliste. La fac, pareil, ça a floppé. Je suis retourné en DUT, j'ai fait mon stage en 2009, machin. J'ai poussé dans une première licence et énergie renouvelable. Paf, ça a floppé. J'ai fait la licence jusqu'à la fin, mais j'ai pas validé. Et j'ai rebossé encore un peu. Et puis après, je suis retourné. Donc ça, c'est 2014. Voilà, je suis retourné faire une licence pro technicien, une licence pro technique hôtelière. Voilà. 2014, je me dis, 2014, j'ai quel âge? Je sais pas, c'était il y a quoi, 2014? C'était il y a 7 ans. 7 ans, ouais. Il y a 7 ans. Donc bref, faites le calcul, 34 moins 7. Et du coup, je me dis, faut que je me fixe, quoi. Faut que j'arrête d'aller faire des va-et-vient. Donc je me dis, l'hôtellerie, ça peut être un bon moyen. Il y a des hôtels dans le monde entier et il y en a aussi en Afrique. Donc c'est peut-être un bon moyen, la technique hôtelière, de rentrer par là pour ensuite rebondir en Afrique. Je fais ma licence d'hôtelière, je valide. Je bosse dans un premier hôtel à l'Ibis Style de Paris-Bercy. C'est mon année d'alternance. Ça se passe plus ou moins bien. À la fin, on me propose de m'embaucher en CDI, je refuse. Et en fait, là, dans ma promo, voilà, les autres collègues que j'avais, l'hôtellerie, c'est un petit monde. Le service technique dans l'hôtellerie, c'est encore un plus petit monde. Donc souvent, quand on s'entend bien avec les gens, chacun va dans son hôtel et puis dès qu'il y a quelqu'un qui a vent d'un poste qui a à pourvoir, il contacte ses collègues et tout. Et là, il y a un de mes anciens collègues qui me contacte, qui me dit, voilà, moi je bosse dans un palace de Shangri-La. Il y a une place, si t'es partant, tu me donnes ton CV et c'est quasi sûr que tu vas rentrer. Donc vas-y, je tente le coup. Je rentre au Shangri-La. Au départ, c'était pour un CDD. Finalement, ça se valide en CDI. Et puis en fait, plus j'évolue dans l'hôtellerie, plus je vois que ça va pas être aussi simple que ça d'arriver à aller en Afrique avec, en fait. Parce que moi, j'étais à un niveau technicien. Et malgré que j'ai fait une formation qui ne se vendait, en tout cas, comme normalement une formation pour être directeur technique. Donc, en fonction de tes compétences, si tu sors de la formation et que tu es assez bon, tu peux peut-être directement être un directeur technique dans un petit hôtel. Si tu es moyen, comme moi j'étais, tu vas d'abord passer par technicien et puis après, tu essaieras de monter les étapes. Donc, moi, j'étais un peu bloqué à ce stade de technicien. Et puis voilà, les années passent, je me rends compte que l'hôtellerie, ça me plaît pas du tout, que j'ai même pas non plus envie d'évoluer, de devenir, de prendre des postes plus élevés. Donc je me dis, pour aller en Afrique, ça va être compliqué, quoi. Puis surtout que, en tant que technicien, il n'y a pas d'intérêt pour des hôtels qui sont en Afrique, par exemple, de prendre un technicien qui est en France. Les techniciens, vaut mieux recruter des techniciens locaux, quoi. Voilà. Ça peut être intéressant de prendre un responsable technique. Voilà. Et puis, il y a toujours cette question de, quand toi, tu es responsable technique en France, tu vas en Afrique, est-ce que tu piques pas la place d'un mec local qui aurait pu être aussi, qui aurait pu être responsable? Il y a tout ça qui jouait, donc voilà, tu malgré tout. Beaucoup. Ouais, pendant longtemps, une direction, celle d'aller en Afrique, mais voilà, j'avais une direction. Chemins. Ça, cette direction, elle est apparue assez clairement, on va dire, en 2005. En 2005, jusqu'à 2005, on va dire, dans ma tête, c'était le rêve français ou le rêve américain, d'une certaine façon. Voilà, la pop culture américaine, tout ce qui fait qu'on est un peu américanisé, quoi. Et en 2005, en fait, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans ma vie personnelle et dans la vie de la société en général, qui me font réfléchir sur, voilà, qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je viens d'avoir mon bac, j'ai 20 ans, j'ai 19-20 ans. Et je me dis, voilà, faut commencer un peu à voir où est-ce que tu veux aller. Et donc en 2005, il y a des débats autour il y avait un projet de loi sur les bienfaits de la colonisation. Il y a des choses comme ça qui font l'actualité un peu et qui résonnent dans ma tête.
Il y a ça, moi, il y a un rappeur que j'écoutais beaucoup, enfin, que j'écoute même beaucoup encore aujourd'hui, c'est Youssoupha, qui à l'époque, bon, commençait à vraiment avoir une importance et tout, une audience. Et il voulait sortir son premier album qui devait s'appeler Négritude. Ça a fait toute une polémique. Pourquoi Négritude, machin, tout ça. Il y a eu un événement vraiment terrible aussi dans le quartier où je vivais à l'époque, où il y a eu un incendie, l'incendie du boulevard Vincent Auriol, où voilà, il y a eu beaucoup de victimes, notamment beaucoup d'enfants, et certains des enfants et des victimes que je connaissais, parce que dans le quartier, voilà, quai de la Gare, on avait un peu une association comme ça qui regroupait un peu les jeunes du quartier. Donc, on se connaissait comme ça. Nous, on s'occupait un peu des petits du quartier, on va dire, en faisant de l'aide de devoirs, des sorties comme ça pendant les vacances. Donc, cet événement-là et tous les débats qui s'en sont suivis, quoi. Ouais, le mal logement. Et en plus, c'était même pas le premier. Déjà, il y avait déjà eu, je crois, un incendie quelques mois auparavant. Enfin, dans cette année-là, il y a eu 3 incendies meurtriers. Et ça a toujours été en plus les mêmes profils de victimes, des familles africaines, etc., qui sont là depuis X années, qui font des demandes de logement depuis X années. Enfin, il y a eu tout plein de débats où on stigmatisait les gens en disant ouais, c'est des sans-papiers, machin, c'est des squats, alors que, en tout cas pour le cadre du Vincent Auriol, c'était pas des squats, c'était les gens payaient un loyer. Voilà, c'était un peu des victimes de marchands de sommeil peut-être. Il y a ça, il y a Katrina aussi, et puis il y a Bouna Zied, bien évidemment. Donc il y a plein d'événements comme ça qui me font dire moi, c'est des choses auxquelles j'étais sensible. Où je suis, qu'est-ce que je suis, voilà, qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais, où est-ce que je veux aller. Et puis, il y a aussi les lectures. C'est un peu l'année aussi, j'ai commencé à me mettre dans les livres, notamment en rentrant par 2 livres très chocs. Le premier, c'est Le pouvoir noir de Malcolm X. Donc moi, quand je lis ça en 2005, le truc, c'est un recueil de discours qui recense des discours de Malcolm X vers la fin de sa vie. Donc je crois que lui, il est mort en 64, si je dis pas de bêtises. Et je lis des trucs, je me dis, le gars, il a dit ça dans les années 60, on est en 2005, on n'est pas aux États-Unis, mais il y a plein de trucs qui pourraient correspondre. Et c'est vachement actuel, quoi. Je lis ça, et puis je lis aussi, comment ça s'appelle, Nation Nègre et Culture de Charanta Diop. Donc je découvre ça, et ouais, j'ai dans ma tête, ça, il y a plein de trucs qui font que, ouais, et j'ai détourné les yeux du rêve américain, on va dire, et je me suis un peu concentré, voilà, le continent africain, essayer de comprendre un peu mieux les choses, essayer de m'intéresser plus à ces choses-là. Donc depuis 2005, j'avais envie d'aller en Afrique. J'ai tanné mon père pour que finalement en 2008 on aille au Cap-Vert. Ouais, t'as découvert Guinée. Voilà, bon, je sais pas si les gens arrivent à suivre. Ouais, on est revenu à l'actualité là. Et après, tu fais ce fameux stage. Ce fameux stage. Tu découvres pendant 3 mois le Sénégal. Voilà, à Dakar. Tu reviens à Paris. Je suis à Dakar, quoi. Donc c'est la première fois où je passais 3 mois, on va dire, sans mes parents. Jusqu'à maintenant, moi, je vivais avec mes parents. J'ai jamais. Si je suis peut-être parti tout seul en vacances, mais c'était le temps d'un week-end ou une semaine. Là, je faisais vraiment 3 mois où j'étais dans un autre cadre familial, même si j'étais avec la famille, des tantes et tout, des cousins. Ça se passe bien. Des gens que je dis, ça s'est super bien passé. Je travaille sur un projet qui est intéressant, mais tu sens qu'il n'est pas fait pour toi. Je sens que je vais avoir du mal à apporter quelque chose de concret sur ça. Je là, tu décides de rentrer après. Après, il fallait que je rentre parce que de toute façon, il fallait que je présente. Le stage, il se finisse. Voilà, le stage se termine. Il fallait que je présente fallait que je fasse ma soutenance, etc. Donc bon, ça s'est bien passé, j'ai validé, mais. Et là, t'es là, t'es rentré, tu te dis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis qu'est-ce que je vais faire? Donc j'essaye de passer par l'hôtellerie, mais finalement l'hôtellerie, ça se révèle pas non plus quelque chose qui m'anime, on va dire. Donc de fil en aiguille, les choses se passent, et un autre événement révélateur, ça va être fin 2017. Donc 2014, je rentre dans l'hôtellerie. Je fais un premier hôtel, un deuxième, un troisième. Il y a des moments où je coupe, c'est-à-dire que quand j'en ai vraiment assez du rythme et du métier en lui-même, je démissionne. Tout simplement, je démissionne, je m'en vais. Et puis j'ai des moments de pause comme ça, 2-3 mois, puis je reprends. Mais c'est quoi l'événement? C'est l'arrivée de mon premier fils. Ok. L'arrivée de mon premier fils, où en fait, je me dis, bon, là, voilà, je vais être père et tout, et ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, j'avance dans la vie, d'une certaine façon, ça va être beaucoup plus compliqué de lâcher un boulot comme ça. Puis, parce que quand tu es chez tes parents, tu lâches un boulot, tu retrouves Moi, je retrouvais facilement du travail, même si c'est trouver du travail, j'en trouve, ça, c'est pas grave.
Mais soit c'était La pression de devenir père. Des travails, voilà, Tu te dis maintenant j'ai un enfant, faut que j'assume mes charges. Voilà, donc il faut que, avant même d'avoir un enfant, déjà, j'étais déjà en couple, mais je me suis mis, avec ma compagne, on a vécu dans le même appartement. Pendant un moment, on vivait chacun chez nos parents, mais quand on a décidé de se mettre dans le même appartement ensemble, déjà, il y a cette charge économique, on va dire, qu'il faut assumer. Et en plus, maintenant, j'allais devenir père, et j'ai eu la vision de, bon, voilà, je vais être père, ça va être beaucoup plus compliqué de lâcher un boulot comme ça, et j'avais pas envie de me retrouver dans un truc où je suis enfermé. Et en fait, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu réfléchis comment? Tu te dis, je vais me trouver un CDI, je vais rester. Je me dis, j'ai fait une première tentative en 2016 où je me dis, bon, qu'est-ce que j'aime? Voilà, moi j'aime bien réfléchir, discuter, débattre, lire. Donc je me dis, il faut que j'arrive à me tourner vers quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc je me dis, pourquoi pas essayer d'être libraire? Bon, voilà, je postule dans quelques librairies. Mais t'es pas passionné particulièrement, c'est juste tu te dis pourquoi pas. Je suis pas forcément passionné, mais c'est un truc qui m'intéresse. Qui me parle, qui m'intéresse. Voilà, je lis comme ça, j'ai pas non plus un niveau de lecture, je lis pas 20 livres par jour, mais je lis, voilà. Je vais à des conférences, je vais rencontrer des auteurs, je vais personnellement, pour ton propre plaisir, pour ta propre culture. Exactement. Voilà, je me rends avec Facebook en plus maintenant. Dès qu'il y a des événements, je regarde, je me déplace et tout. Et donc arrive ce moment où voilà, je sais que je vais être père et tout. Donc je tente un premier truc déjà en 2016. Je fais une formation avec l'ADI. Avec l'ADI qui s'appelle Créa Jeune, où en gros, voilà, pendant 2 mois, on est suivi, on est formé pour apprendre à monter un projet, le business plan, etc. Et à l'époque, mon projet, c'était de faire des livres audio. Okay. Parce que moi, dans mon entourage, j'étais un peu, voilà, parmi mes amis, la famille et tout, j'étais un peu monsieur livre, quoi, celui qui lit, qui va tout le temps à la librairie, qui va là-bas, qui va dans des débats, machin. Et je me disais, mais ce que moi je lis, ce qui m'intéresse, etc., ça peut aussi intéresser mes potes, ou c'est juste, bon, je sais pas qu'est-ce qui fait que eux, ils s'en détournent, mais je me suis dit peut-être pour faciliter la lecture, la vulgariser, etc., c'est passer peut-être par le livre audio. Donc je me suis dit, je vais créer une maison d'édition de livres audio avec des rappeurs ou des slammeurs pour essayer dans l'interprétation du texte et tout, de rendre ça vivant, quoi. Et bon, je me renseigne un peu, je fais ma formation à 10 pendant les 2 mois, je fais mon business plan, je fais mon truc. Et arrivé à la fin de la formation, en fait, on est censé se lancer dans le projet. Et moi, en fait, le truc, il est un peu morné, quoi. Parce que comme je l'ai dit, ouais, à chaque fois que j'étais dans l'hôtellerie, que j'en avais marre, je démissionnais. Quand je suis rentré dans cette formation, on était 10. Les 9 autres, ils avaient leur chômage, ils avaient leur truc. Moi, j'avais rien parce que j'avais démissionné. Donc, j'avais mes 2 mois. J'ai fait mes 2 mois, j'étais sur mes économies. Et puis, tac, les économies commençaient à baisser. J'ai dit, mince, il faut que je retrouve un boulot. Donc, j'ai retrouvé un boulot dans l'hôtellerie, toujours. Cette fois, j'étais au Péninsula. Mais du coup, ça veut dire que t'as pas pu monter le projet? Du coup, j'ai pas monté le projet. Il te manquait de l'argent? C'est pas forcément qu'il me manquait de l'argent, c'est déjà, je pense qu'il me manquait peut-être aussi un peu de volonté, même si j'avais commencé déjà à rencontrer des éditeurs pour me renseigner au niveau des droits, des livres que je voulais récupérer, rencontrer des interprètes, etc., des studios d'enregistrement. Mais en fait, comme j'ai commencé à bosser, ça a mis un peu le truc... Ça fait le temps, c'est une question de temps. Et ça, c'est un truc vraiment radical, c'est quand t'as un projet et tout, faut être vraiment à 100% dessus. Si t'es à 50%, c'est mort, quoi. Le taf, en plus l'hôtellerie, bon, comme ça me limite, ça me déprimait, quoi. J'étais vraiment dans un mauvais état d'esprit, dans une mauvaise... Qu'est-ce qui te déprimait? Le fait de pas pouvoir faire ton projet? Le fait déjà de bosser à l'hôtellerie? De bosser dans l'hôtellerie, d'avoir un métier qui, pour moi, n'avait pas forcément de sens par rapport à tout ce que j'avais en tête, les actions que j'avais envie de mener, ou voilà, je voyais pas comment je pouvais faire le lien entre ce qui, moi, m'anime, les questions de société, l'Afrique, les débats, etc., et mon quotidien de technicien de maintenance où je suis un peu un homme de l'ombre, quoi. Avec, on est là, c'est juste le métier que tu fais pour vivre. Mais quoi. Ton projet, à quel moment tu te dis je veux plus pouvoir le faire? Tout de suite, ça vient rapidement? Moi, ça vient assez rapidement, hein, parce qu'on est en 2016 du coup. On est en 2016, avec ma compagne, voilà, on commence à parler d'avoir un enfant, etc. Et donc le projet, il est arrivé avant que tu deviennes père?
Ce projet-là, ouais, Oui, de premier, maison d'édition, il est arrivé avant. Ok. Et en fait, voilà, j'ai oublié de dire un truc important. Dans ce projet-là de maison d'édition, j'avais déjà en tête de mettre quelque chose sur le parvis de la gare de Saint-Denis, mais plus comme un outil de communication. J'étais dans l'idée de, pourquoi pas mettre un food truck, mais pour un genre de food truck, mais sans vendre de nourriture, juste pour faire la pub de la maison d'édition. De la maison d'édition. Et où je vendrais, où les gens viendraient acheter. J'avais pensé à peut-être faire des clés USB ou les gens ils écouteraient le livre en audio, quoi. Sur place. Ou un truc comme ça, sur place, où ils emmènent chez eux ou à télécharger sur les smartphones, un peu comme les trucs de streaming là, pour écouter la musique. Donc j'avais déjà ce truc de la place du Parvis, parce que Saint-Denis, c'est une ville... moi, ça fait que 3 ans que j'y vis, mais ça fait depuis 2008 que c'est une ville où j'ai un peu l'habitude d'aller, parce que je suis membre d'une association capverdienne qui est basée à Saint-Denis. Comme il y a une communauté assez importante de Capverdiens à Saint-Denis, une association qui s'appelle Nostalgia de Cap-Verde. Donc j'avais l'habitude d'aller là-bas, on fait plein d'activités culturelles, sportives, etc. Et j'ai aussi de la famille là-bas. Donc à chaque fois que j'allais là-bas et que je passais par le parvis, j'avais envie je me disais, c'est un espace incroyable, cet espace. Il y a de l'énergie, il se passe plein de trucs, bonnes ou moins bonnes. Mais moi je voyais cet espace, je me suis dit, il faut que j'arrive un jour à faire quelque chose sur cet espace, je sais pas quoi, mais ça me trottait dans la tête. Donc le truc du food truck comme outil de promo, c'était juste au départ, on va dire, un truc au second plan. Le premier truc, c'était vraiment à la maison d'édition. Puis, tac, c'est mort-né. Je retourne dans l'hôtellerie. Donc, le dernier hôtel que j'ai fait, là, au Pullman La Défense. Donc, mon premier enfant naît. Il est en septembre 2017. Et les années passent. Le temps passe, etc. Il grandit. Puis, vraiment, fin 2018, début 2019, j'en peux vraiment plus de l'hôtellerie. Il faut que je sorte de là parce que je sens que je suis piégé, quoi. Si je reste là-dedans, je vais être piégé. Tu notes, tu t'écris des idées, c'est beaucoup dans la discussion. J'ai la première idée qui se concrétise un peu, c'est pareil, c'est toujours début 2016, c'est la chaîne YouTube. Début 2016, avec un pote à moi, Arlind. Deuxième projet. Un pote que j'ai rencontré à travers l'association capverdienne, qui lui est dans la vidéo, tout ça. Il me dit, on a souvent des discussions et tout, machin, intéressantes. Ce serait bien de mettre ça sous format vidéo. Comme en plus, il y avait un peu c'était l'époque des YouTube. Enfin, ça commençait un peu YouTube, Viner, etc. Je dis, pourquoi pas, si ça te semble intéressant, ce qu'on peut discuter, pourquoi pas. Donc, mais je me dis, faire des vidéos comme ça, où juste je vais parler, c'est un peu prétentieux, quoi. Moi, j'ai pas forcément des choses intéressantes à dire. Donc, ça me trotte dans la tête et je me dis, ce que je vais faire de la critique littéraire, entre guillemets. Voilà, ça va me permettre d'avoir un argument ou quelque chose qui va pouvoir me rendre plus crédible. Je vais pas juste parler comme ça d'un sujet, je vais parler de livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé et à quoi ça peut me faire penser à travers les débats de société, etc. Donc c'est là que je trouve le nom dealer de livres. Que je me dis, maintenant que je veux créer une chaîne YouTube, il faut trouver un nom. Donc je me dis, je vais essayer de trouver un nom un peu accrocheur et tout, qui parlera directement aux gens. Et en fait, dealer de livres, ça me vient comme ça. En pleine nuit, je sais pas, un jour comme ça me vient. Je me dis, moi j'aime beaucoup le rap, dealer de rimes, etc. Machin. Donc, tac, dealer de livres. Et il y a aussi le pseudo Hannibal Lecter. C'est un truc que j'avais l'habitude de dire comme ça sur Facebook et tout. Donc on crée la chaîne YouTube et je me disais, ma chaîne YouTube, ça va être aussi un peu mon CV. Je vais faire des chroniques littéraires et comme ça, quand je vais vouloir postuler dans des librairies, vu que sur mon CV, il y a écrit que je suis technicien depuis X années, que c'est pas forcément parlant, je vais dire, je vais me vendre, entre guillemets, en disant, j'ai une chaîne YouTube où je fais des chroniques littéraires. Ça peut intéresser des libraires, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça s'est démarré. Et j'avais un peu des retours en me disant, c'est pas mal ce que tu fais. Donc là, la chaîne YouTube, elle existe. Hein. Elle existe toujours. Tu la crées, tu commences à enregistrer tes émissions. Voilà. Et en parallèle, tu commences à réfléchir vraiment à comment rentrer dans une librairie. Voilà. Tout en étant technicien et rentrer tes sous, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais le milieu de la librairie, à ce moment-là, il est pas terrible. Il s'effondre, non? Finalement, le milieu de la librairie, il a jamais non plus été... Et ça, c'est un truc en fait qu'on entend souvent. Par exemple, moi, quand je disais aux gens autour de moi que j'avais envie d'être libraire, la première réaction, c'était
libraire, en gros, c'est mort, quoi. Personne lit de livres, il y a Amazon, il y a ceci, tout le temps on entend que c'est la crise du livre. Et en fait, la chance qu'on a en France, c'est que, voilà, c'est un pays de littérature, de livres, etc. Donc chaque année, il y a des études sur les habitudes de lecture des Français. Chaque année, il y a le SNE, je crois, Syndicat national de l'édition, il y a le CNL, Conseil national du livre, ou un truc comme ça. Tous les ans, ils font des études. Les habitudes de lecture des Français, qu'est-ce qu'ils lisent, par tranche d'âge, par type de livre, etc. Tablette, pas de tablette, papier. Donc, en fait, tout est chiffré. Et ces chiffres-là montrent que il y a jamais eu de baisse. Il n'y a pas non plus de ça. C'est stagne. C'est stable. Voilà. Il y a des petites baisses, il y a des petites hausses, mais c'est pas non plus le. Quand Amazon est arrivé, ça n'a pas chamboulé le truc. Il n'y a pas de chute particulière. Quand les tablettes, les liseuses sont arrivées, ça n'a pas changé non plus le Ça truc. te plaît à ce moment-là? Ça te plaît de faire tes vidéos YouTube? Ouais, ça me plaît, parce que je me dis, c'est un truc. Au début, je suis pas forcément à l'aise, mais je me dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc, voilà, au début, forcément, je suis un peu timide et tout, mais je teste, je m'en fiche. C'est aussi un pas, c'est un cap. T'as procédé comment pour ton premier livre? Là, ta première critique? Je suis parti sur un livre, le livre qui m'avait marqué, Le pouvoir noir de Malcolm X. Je suis parti là-dessus. Et ouais, c'était un premier cap de passer le rapport à l'image, etc. Maintenant, aujourd'hui, ça paraît facile, quoi. On se filme, tout le monde se filme. Mais au début, à l'époque, c'était pas forcément aussi simple. Et peut-être aussi, il y avait un truc entre guillemets, de génération, parce que les Viners, ça, ils étaient peut-être plus jeunes, même si moi, je suis pas si vieux que ça, non, surtout en 2016. Mais il y avait un truc de, ouais, je vais mettre ma tête sur Internet. Comment est-ce que les gens qui me connaissent, ma famille, mes potes vont réagir? Et voilà, comment est-ce que les gens même qui me connaissent pas vont réagir? Bon, tant mieux, j'ai eu que des retours bienveillants, ou en tout cas, en majorité, des retours bienveillants. Et des gens qui m'ont motivé à continuer, en fait. Donc, je me suis dit, ouais, c'est cool. Et puis, on fait une vidéo, une deuxième, une troisième, etc. Puis, on commence à se prendre au jeu. Et puis, j'avais des retours où les gens me disaient, ouais, j'aime bien le livre dont tu parles. Où est-ce que je peux le trouver? Où est-ce que je peux l'acheter? Bon, pour moi, c'était évident. Les livres, ça s'achète en librairie. Donc, tout le monde ne sait pas forcément que les libraires peuvent commander tous les livres, etc. Et en fait, plus j'avais cette remarque-là, plus je me disais, en fait, je fais la promo d'une certaine façon, je fais la promo pour des livres. Autant mener le truc jusqu'au bout et les vendre aussi moi-même, quoi, puisque les gens ont l'air, en tout cas, les gens qui me donnent leur avis ont l'air d'apprécier. Et autant faire en sorte que je leur vende moi-même, donc autant devenir libraire. Et je me présente dans quelques librairies et tout, dans le 13e toujours, parce qu'à cette époque, j'habite dans le 13e, et puis un peu sur Paris. Bon, en gros, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est oui, effectivement, j'ai pas le budget pour recruter quelqu'un. Et puis, si j'avais le budget, concrètement, c'est pas forcément vous que je recruterais. Je prendrais plutôt quelqu'un qui a le profil, qui a fait des études dans le domaine pour être libraire, etc. Donc, je me dis, bon, si je veux être libraire, il n'y a qu'une seule solution, il faut que j'ouvre ma propre librairie. Comme ça, il n'y a personne qui viendra me dire, je me gère, quoi, en gros. Et là, revient l'idée du food truck sur le parvis de la gare de Saint-Denis, qui était un projet au second plan dans le projet de la maison d'édition. Et ça devient le premier projet, en fait, le truc principal. Je me dis, voilà, cet espace-là de la gare de Saint-Denis, c'est que il m'inspire, quoi. Il m'inspire quelque chose. Il faut que j'arrive à faire quelque chose sur ce parvis. Donc, fin 2017, voilà, mon fils est né. Je vais à Saint-Denis et je vais rencontrer la libraire Sylvie Labat, qui dirige la seule librairie de la ville depuis 20 ans, qui s'appelle Folie d'encre Saint-Denis. Je me présente. Il n'y a qu'une librairie à Saint-Denis? Il n'y a qu'une seule librairie. Ça, c'est des choses que j'ai appris bien après, en fait. Dans tout le 93? Non, à Saint-Denis. que Saint-Denis. C'est Saint-Denis, pas à Seine-Saint-Denis. J'ai eu peur. En Seine-Saint-Denis, je crois, il y a pas, c'est là où il y a le moins de, ça c'est dédicace à Bala, là, parce que c'est lui qui m'a appris ça. C'est le département français, dans l'Hexagone où il y a le moins de librairies en France. Ok. À égalité avec la Creuse. Donc j'ai appris ça dans son article. Et du coup, je tape librairie Saint-Denis, je vois Folie d'encre, j'y vais, je me présente, voilà, bonjour, j'aimerais parler à la responsable, au responsable. On me dit, voilà, c'est Sylvie, nanana, elle n'est pas là, il faut prendre rendez-vous. Ok, tac, j'envoie un mail, elle accepte de me prendre voir en rendez-vous. Et je lui explique mon projet. Voilà, aujourd'hui, je suis technicien de maintenance. Ce métier me déprime. J'ai envie de devenir libraire pour telle raison. Parce que pour moi, les livres, c'est un moyen
de rencontrer des gens, d'échanger, de développer son imaginaire, de s'instruire, de prendre le temps dans une société où on est tout le temps en train de courir, où tout va vite, l'information, etc. Et là, on peut marquer le temps et essayer de réfléchir sur un sujet ou simplement une histoire pour s'évader, disons, se divertir. Et voilà, je sens que ce truc-là me parle. J'ai aucune expérience à la librairie, c'est pour ça que je viens vous voir. Vous êtes libraire, jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui sont autour de moi, que ce soit mes collègues de travail, peut-être certains amis ou la famille, eux, c'est plus leur crainte qu'ils expriment en disant « Ouais, la librairie, ça sert à rien, personne lit, blablabla, nanana. » En plus, à Saint-Denis, bon bref. Et donc, je préfère venir voir un professionnel du secteur et avoir votre avis. Non, et elle me prend pas tout de suite, elle me dit « Bah écoute, moi, ça fait 20 ans que je suis libraire à Saint-Denis. Je suis convaincu que ton projet, c'est quelque chose qui a du sens, etc. Ça sera très compliqué. Par contre, ça, je te cache pas, ça va être très compliqué de le mettre en place et tout. Mais si tu crois en ton truc, moi, je suis prêt à t'aider. » Et en fait, c'est un peu la voix qui t'a poussé. Qui m'a poussé à me dire, bon, elle est libraire depuis 20 ans. Avant ça, elle était dans l'édition. Si elle pense que ça peut le faire, il faut que je l'écoute, quoi. Faut pas que j'écoute les gens, même si ça peut être des amis ou quoi, qui, eux, vont plus exprimer leurs craintes en se disant, bon, t'es en CDI, t'as un enfant, en gros, fais pas n'importe quoi, va pas démissionner pour être libraire, alors que libraire, ça mène à rien. Donc, j'avais un peu ce discours-là. Et là, la seule libraire que je rencontre, avec qui je discute, qui a une expérience vraiment lourde, en plus dans la ville dans laquelle je vais m'installer, elle me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Et elle me voit pas comme un concurrent. Comment tu commences, comment tu dois démarcher comment pour récupérer l'espace, parce que j'imagine que tu as dû demander le droit de t'installer. Exact. Et ben ça, c'est une deuxième chose que j'apprends entre guillemets dans mon parcours là, en plus d'être vraiment à 100% dans son projet, c'est si d'une certaine façon j'ai pas les moyens de mener mon projet, moi seul j'ai pas tous les moyens, je dois réussir à convaincre ceux qui ont les moyens de pouvoir mener mon projet. Des moyens d'investir de l'argent, des moyens financiers ou des moyens physiques ou administratifs, ou pas forcément pas forcément que en termes d'argent. Et du coup, elle me dit OK, on est fin 2017. Pendant 2 ans, on se voit plus. Début 2019, je suis exaspéré par mon métier de technicien, je démissionne. On en parle avec ma compagne, etc. Elle voit bien que ça me déprime, enfin voilà. Elle me dit, écoute, moi... Mais tu démissionnes pas pour faire ça? Si, je démissionne pour faire ça. Pour faire ça, tu te dis, OK, je me lance. Non, parce que mon enfant, en 2019, il a déjà 2 ans et demi. Tu décides de te lancer. Je me dis, si je me lance pas maintenant, je vais jamais le faire. Et puis après, peut-être qu'on va avoir un deuxième enfant. Et puis après, les responsabilités s'accumulent et c'est beaucoup plus dur de tu te lances. Donc, je démissionne. Avant ça, bien sûr, j'essaie de négocier etc. pour avoir un peu de sécurité. Mais finalement, ça passe pas. Faire un abandon de poste, tout ça, c'est pas dans mon tempérament, machin. Et puis je me dis, l'hôtellerie, même si je déteste ça, entre guillemets, ce sera toujours un plan B, quoi. Si demain c'est la crise, tu peux y retourner assez facilement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as commencé à t'installer. Comment tu as mis tout ça en place? Et du coup, je démissionne en février 2019. Je suis au chômage. Pendant 2 mois, en gros, il se passe rien. Et en avril-mai, je reçois un message du Pôle emploi qui me dit, voilà, alors c'est un message qu'ils ont dû envoyer à tout le monde, hein, c'est pas que à moi. Il y a la possibilité de faire une formation de vendeur rémunéré, et puis avec un stage, etc., pour devenir vendeur. Moi, je me dis, bon, vendeur, ça m'intéresse pas tant que ça, mais je vais quand même faire cette formation parce que d'une, elle est rémunérée. Vu que j'ai pas de chômage, tout ça, ce sera toujours ça de prix. Et puis, finalement, la librairie, ça reste quand même un commerce. Donc, il faut avoir des notions de vente, etc. Et comme il y a un stage, je me dis, je vais tourner cette formation à mon avantage en faisant ce stage dans une librairie. Donc là, on est en avril 2019. Et comme en 2017, j'avais vu Sylvie de Folie d'Ancre qui était OK pour m'aider si j'avais besoin, je la contacte direct en lui demandant, voilà, est-ce que je peux faire un stage dans ta librairie, etc. Un stage de 3 semaines, je crois. Elle me dit, OK, il n'y a pas de problème. J'en parle à mes collègues et puis je reviens vers toi. Donc, elle accepte de me prendre en stage. Donc, je fais la formation du Pôle emploi. Voilà, on apprend un peu des bases de la vente, quoi, des bases. La gestion, vente. Voilà, des trucs comme ça. Et puis, toutes les différentes formes de vente qu'il peut y avoir. Voilà, on est dans une promo, c'est cool, on rigole. Enfin, il y a différents profils, quoi, des jeunes, des moins jeunes. Et donc, le stage arrive. Je me retrouve à Saint-Denis, dans la librairie, en tant que stagiaire. Donc là,
concrètement, c'est la première fois où, voilà, depuis que j'ai ça en tête, que je vais mettre un pied dans ce monde-là, quoi. Parce que on peut aussi avoir projeter des idées sur un truc, ça se trouve, ça aurait pu ne pas me plaire. Je fais mes 3 semaines et ouais, non, je kiffe ça, en fait. Je me dis, ouais, j'aime bien le contact avec les clients, discuter, échanger, découvrir tous les livres qui existent, etc. Et après, bien sûr, il y a des trucs plus, comment dire, basiques, de juste ranger des livres, ouvrir des cartons, ça, c'est des trucs basiques. Mais comme j'étais technicien dans l'hôtellerie, bon, c'était quelque chose que je connaissais déjà. Et ça me plaît, en fait, ça me plaît vraiment. Et je me dis, bah voilà, là, ces 3 semaines-là, elles m'ont permis déjà de concrétiser, de me conforter dans l'idée que ouais, j'ai envie de faire ça. Et aussi, elles m'ont permis là d'accélérer mon projet de mise en place sur le parvis, puisque dans la librairie, qui est la seule librairie de la ville, il y a beaucoup de gens qui passent. Et une librairie comme ça, dans une ville telle que Saint-Denis, avec plus de 110 000 habitants, c'est la 3e ville d'Île-de-France quand même. Voilà, ça, c'est des chiffres que j'ai connus après. C'est aussi un peu un lieu stratégique. En plus, elle est à côté de la mairie. Donc, il y a des élus qui passent, il y a des gens, entre guillemets, de culture qui passent. Il y a par rapport au lieu que c'est, la librairie, et aux gens qui passent dans cette librairie, c'est un peu un lieu stratégique. Donc, en étant là, Sylvie, qui adore mon projet et que ça fait 20 ans qu'elle est dans la ville et que c'est la seule libraire de la ville, elle connaît un peu des élus, elle connaît les gens, donc elle parle un peu, notamment à l'élue de la culture. Elle dit, voilà, j'ai un jeune là dans ma librairie qui est en stage, il est motivé, etc. Il a un projet pour le parvis de la gare de Saint-Denis. Donc, j'ai un rendez-vous avec l'élu à la culture. Et c'est là que je dis c'est important de savoir parler de son projet, de savoir le défendre et de savoir convaincre aussi les gens qui peuvent me permettre d'avancer. Si moi, j'ai pas les moyens financiers, matériels, etc., je peux essayer de convaincre ceux qui les ont d'aller dans ma direction. Donc, je lui présente mon projet et pareil, elle trouve ça super et tout. Donc, elle fait en sorte de me mettre en contact avec, je crois, le chargé au centre-ville, au projet centre-ville, qui est du coup une 3e personne que je rencontre et à qui je parle de mon projet, etc., et que j'arrive à convaincre. Et il me donne l'autorisation de m'installer pendant 3 mois, le temps de l'été, donc de juillet, donc le 6 juillet 2019 jusqu'au 30 septembre. Puis après, ça a été prolongé jusqu'au mois de novembre. Donc, je fais mon stage chez Sylvie. Je rencontre les gens un peu déterminants pour l'avancée de mon projet. Mon stage se termine le 21 juin, si je dis pas de bêtises. Ma formation aussi, voilà, tac, je valide la formation. Et le 6 juillet 2019, je suis sur le parvis de la gare avec une table et des livres que la librairie Folie d'Encre m'a avancé d'une certaine façon. C'est-à-dire que eux, en fait... Toi, tu vends les livres. Je vends les livres. C'est pas des prêts. C'est ça, ouais, non, le libraire, il vend les livres. C'est un commerçant, il vend les livres. Mais les livres que j'ai commencé à vendre sur le parvis, c'est des livres en fait qui appartenaient à la librairie Folie d'Encre, qu'elle m'a mis en dépôt d'une certaine façon, et qui m'a beaucoup aidé parce que déjà ça m'évitait d'avancer des sous pour les acheter. Et ils ne me facturaient que les livres que je vendais. C'est-à-dire les livres que je vendais pas, ils les récupéraient dans leur librairie. Et soit ils les gardaient, soit ils les renvoyaient. Il y a un système de retour qui leur permet de retourner les livres. Et je me gérais, quoi. Je faisais mes commandes, je commandais les livres que je voulais. Tu choisissais t'as choisi tous tes livres. Tous les livres que j'ai mis sur la table, c'est moi qui les ai choisis. Par rapport à ce que je connaissais, par rapport à ce que j'avais envie de mettre en avant, par rapport à ce que j'ai pu découvrir en étant dans la librairie, ou des recommandations, voilà, en échangeant avec les personnes, les libraires ou les clients. Et voilà, le 6 juillet 2019, c'est là que mon projet, que j'avais déjà en tête depuis plusieurs années, se matérialise concrètement, en fait. Même si ça paraît tout simple, c'est juste une table avec des livres à la gare, quoi. En soi, il n'y a rien de... Tu faisais ça tous les jours ? Non, je faisais ça 3 fois par semaine, le mercredi, vendredi, samedi, l'après-midi, de 14h à 19h, 20h. Comme c'était l'été, voilà, il faisait beau, c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment cool. T'as rencontré beaucoup de gens pendant cette période ? J'ai rencontré pas mal de personnes, et ça, c'est aussi une autre chose que j'ai apprise. Le parvis de la gare de Saint-Denis, la gare de Saint-Denis, c'est une des plus grosses gares d'Île-de-France en termes de fréquentation. Donc, je crois qu'il y a 90 000 personnes qui passent par jour, 90 000 validations. Ça veut dire, sans même compter ceux qui valident pas, c'est-à-dire il y a 90 000 personnes qui passent par là chaque jour. Donc, ça fait... Et bien sûr, après, il y a les heures de pointe, il y a des fréquences, mais c'est un nombre énorme et puis c'est un espace super dégagé.
qui permet ça invite un peu, la gare en soi, déjà, c'est un espace naturel de rencontres et d'échanges. Il y a des gens qui vont, qui viennent, qui se donnent rendez-vous à la gare. Donc, c'est un lieu déjà qui bouge. Qui bouge et qui est favorable à l'installation d'une librairie, qui est aussi un lieu qui est propice aux rencontres, à l'échange, etc. Et ouais, donc si comment une fois que on passe la table, ouais. Après comment tu t'agrandis? Bah en fait la table déjà tu décides de rester, j'imagine. Voilà, c'est ça. La table aussi c'était le premier test. C'était bon, tu veux t'installer là, etc. Mais il faut tester, voir est-ce que tu vas aimer ça, est-ce que les gens vont aimer ça, est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver ça, comment est-ce que les gens vont trouver ça. Donc les premiers retours sont super positifs. Les premiers retours sont super en fait, les premiers retours, il y a beaucoup de surprises, d'étonnements. Qu'est-ce que tu fais là avec des livres à Saint-Denis? C'est pas possible, c'est incroyable. Il y a beaucoup ça, mais tout de suite, c'est super, il faut que tu continues, ça fait du bien et tout, c'est cool. Que ce soit des gens qui lisent ou qui lisent pas, hein, qu'ils achètent ou qu'ils achètent pas. C'est pas possible de voir quelqu'un avec des livres à la gare de Saint-Denis. Et tout de suite après, c'est super, il faut que ça continue. Donc moi, au départ, je pensais ce projet que de manière saisonnière. Voilà, printemps, été, c'est là où il fait beau, on peut être facilement dehors. Et du coup, en fait, je prends goût et je me dis non, il faudrait que je sois là toute l'année, en fait. Pas simplement quand il fait beau, mais même quand il pleut, trouver une solution pour être là toute l'année. Et en fait, sur le parvis, il y avait déjà un conteneur qui servait à une boîte qui s'appelle Cléjob, qui est un genre d'agence d'intérim, je crois. Qui a placé des bureaux dans des conteneurs comme ça sur différents parvis en Île-de-France ou peut-être même en France. Et en fait, eux, ils accueillent les gens dans le conteneur qu'ils ont aménagé en bureau pour aider les gens à trouver un emploi, quoi. Donc en fait, comme je voyais ce conteneur tous les jours qui était en face de moi, je me disais pourquoi je ferais pas la même chose en fait. Je prends un conteneur, je l'aménage et j'en fais ma librairie. Et après, je me suis renseigné combien ça coûte un conteneur. Et puis, c'est là que j'ai vu que ça existait depuis longtemps, en fait, les gens qui aménagent des conteneurs, que j'avais rien inventé. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est une remarque très intéressante. Comme j'avais, entre guillemets, l'habitude d'aller en Afrique, ça, c'est quelque chose que les gens ils font. C'est un classique. C'est classique, quoi. Ils prennent des conteneurs. Depuis 2008, j'ai été au Cap-Vert, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Guinée-Bissau. Voilà, ça t'a paru logique, quoi. C'était... Et chaque fois, je voyais ça, là, des brouillards, et puis même sur le parvis même de la gare, les gens qui sont là, que beaucoup de gens critiquent, à tort ou à raison, ceux qui vendent des brochettes, qui vendent le truc de débrouillardise, ils ont fait avec les moyens du bord. Et c'est un truc que je me suis dit, eux, ils osent le faire, pourquoi moi, je n'oserais pas le faire, alors que dans ma vie, tout va bien, entre guillemets. Eux, ils le font par... comment, ton container? Le Bon Coin. Le Bon Coin. Le Bon Coin. On vend des containers sur le Bon Coin. Le Bon Coin. Ok. Au début, je cherchais, fallait que je établisse des devis, tu vois, pour un peu chiffrer le truc et tout. Donc, je regarde les conteneurs, je vois, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'aménagement de conteneurs, mais bon, ça coûte quand même, ça coûte un billet. Donc, je me dis, bon, ce serait bien d'essayer de trouver un truc d'occasion, quoi. Et je sais pas, un jour, j'ai pensé au Bon Coin, j'ai regardé, tac. Et tu tombes dessus. Et comment tu l'achemines? Après, c'est des sociétés de transport. Hein. Pareil que t'as trouvé. Tout ça, j'apprends sur le tas. Ouais, en fait. Oui, je me dis, bon, le conteneur que je trouve, en plus, il y a différents types de conteneurs avec différents types d'ouvertures. Moi, je voulais une ouverture spécifique qui fait que, en fait, il y a toute une façade qui puisse s'ouvrir, qui me serve de vitrine. Que tes portes vont vers l'extérieur. Voilà, pas juste, si tu veux, le conteneur, c'est un rectangle. Et généralement, les conteneurs les plus basiques, ça s'ouvre sur les petits côtés, là, tu vois. Et tu rentres en long dedans. Moi, c'est toute la façade, la plus longue façade qui pouvait s'ouvrir. Ça faisait directement face à la gare. Et je pouvais mettre mes livres et tout le monde voyait. Donc, c'était ça l'idée. Et du coup, je sais pas, je tape ça sur le Bon Coin. Et boum, je vois quelqu'un qui en vend un dans le 91. Tout de suite, je le contacte. Et voilà, il me dit, OK, il n'y a pas de problème, le truc il est là, il dort, machin, j'en fais rien. Donc je lui achète, et puis faut le transporter du 91 à Aubervilliers. À Aubervilliers, en fait, c'est ça aussi, quand tu commences moi je crois beaucoup au truc de l'énergie. Quand tu vas de l'avant, tu fais un truc, au fur et à mesure, les choses elles se débloquent. En fait, moi, jusqu'à maintenant, c'est ça, tu vois. Alors, soit c'est la chance, soit c'est le hasard, on l'appelle comme on veut, mais chaque personne que j'ai rencontrée m'a amené une autre personne qui à chaque fois débloqué le truc. Donc le conteneur, j'en ai trouvé un. Il y a quelqu'un à la mairie, c'est un peu ma bonne étoile, qui s'appelle Nicolas Laurent, qui était chargé de développement de projet au centre-ville, où j'ai jamais bien compris le titre qu'il avait. Et lui, en fait,
il a réussi à me mettre en connexion avec des gens qui m'ont permis d'avoir des sous, des subventions, concrètement, pour pouvoir payer l'aménagement, pour pouvoir payer le conteneur, l'aménagement, le transport, etc. Donc, il m'a mis en contact avec quelqu'un qui est au 6B, qui s'appelle Rémi, j'ai oublié son nom, Rémi, qui lui connaissait des gens qui étaient au Fort d'Aubervilliers, qui avaient un atelier, qui eux travaillaient le bois. Ils m'ont mis en contact avec ces gens-là et eux m'ont aménagé le conteneur, en fait. Donc, j'ai fait transporter le conteneur. Tu l'as dessiné à l'intérieur? Comment tu voulais que ça soit aménagé? Il y a un gars, il m'a présenté des plans. Il m'a dit, voilà, moi, je te propose de faire ci, ça. Toi, ta contrainte, c'est que ton conteneur, il n'est pas énorme. C'est un 20 pieds. Il fait 6 mètres sur 2 mètres 30 sur 2 mètres 30 de haut. Le but, c'est que ça te serve de librairie. Donc, il faut maximiser l'espace pour que tu puisses transmettre le maximum de livres. Donc, il m'a proposé un croquis, tout ça. J'ai dit, OK, on valide. Et puis, voilà, ils l'ont aménagé. Ils ont fait un truc pour essayer de l'isoler au maximum par rapport aux chaleurs ou au froid. Et j'ai eu un premier financement, notamment de la SNCF, qui m'a permis d'acheter le conteneur. Ensuite, j'ai eu un financement d'un truc qui s'appelait l'Arc Innovation, l'innovation. Pareil, ça, c'est des choses que j'ai découvert. Ensuite, les subventions, comment est-ce qu'on peut financer un projet, machin, en cherchant, j'ai trouvé. Il y a des trucs sur lesquels j'ai postulé. L'Arc de l'innovation, j'avais postulé 2 fois. La première fois, ils m'ont pas retenu. Et tac, la deuxième fois, ils m'ont retenu. Et puis, il y a eu là aussi la fameuse cagnotte que j'ai lancée sur Litchi, qui est encore une fois la dédicace à Bala, qui était un des premiers à me dire, ouais, il faut que tu lances une cagnotte, ton projet, ça peut parler à des gens, parce que voilà, aussi sur le parvis, le truc qui s'est passé, c'est que il y a eu l'intérêt de plus en plus fort des médias, quoi, du public. Des médias. Des médias et du public. Il y a le premier média qui est venu me voir, c'est un truc qui s'appelle actu.fr. Une journaliste, voilà, qui me contacte, qui me demande, ouais, j'ai vu que vous faisiez ça, machin. Parce que moi, à côté de ça, je faisais ma page, je communiquais sur mes réseaux, quoi, en fait. Comme depuis 2016, j'avais ma chaîne YouTube, j'avais ma page Facebook. La continuité, quoi. Voilà, j'avais peut-être 1000 ou 2000 personnes, je sais pas. Donc, j'ai annoncé que, voilà, j'étais à la gare de Saint-Denis, que je faisais ça, je faisais mes petites vidéos, mais ça restait dans mon réseau à moi, quoi. Donc, il y a sûrement des journalistes qui ont commencé à voir ça. Donc, Actu est venu me voir. Puis après, il y a eu le JSD, le journal de la ville de Saint-Denis. Et puis après, il y a eu Libération, notamment avec Bala. Donc là, ça a pris une ampleur beaucoup plus grande, quoi. Et là, c'était un des premiers à me dire... parce que moi, je n'étais pas trop à l'aise avec l'idée de faire une cagnotte, demander de l'argent aux gens et tout. Mais je me suis dit, il y a des subventions de ça, je vais me débrouiller comme ça. Même si ce n'est pas sûr, c'est jamais sûr. Tu as eu un bon résultat? J'ai eu un très bon résultat. J'ai eu beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. J'avais demandé 10 000 euros. J'avais fait un premier palier à 10 000 euros. Et finalement, j'ai réussi à avoir 16 000 euros. Et lui, il me disait, non, franchement, faut le faire. De toute façon, les gens, ils mettent s'ils veulent. Personne n'est obligé de mettre. Ils mettent s'ils veulent. Et il m'avait donné l'exemple de Mediapart. Ils m'ont dit, il y en a, ils vont mettre, même s'ils viendront jamais te voir, et ils s'en foutent, mais ils vont mettre juste parce qu'ils vont penser que c'est nécessaire que ça existe. Et il m'a donné l'exemple de Mediapart. Il m'a dit, voilà, Mediapart, c'est un journal, ils ont des journalistes, machin, ils font des enquêtes, il y a des gens, peut-être, ils sont anti-Mediapart, mais ils mettent parce qu'ils estiment que dans un pays comme la France, il faut que ça existe. Et ils iront jamais, ils sont abonnés à Mediapart, ils lisent jamais les articles, mais ils estiment que ça doit exister, en fait. Et quand il m'a dit ça, ça m'a un peu convaincu. Donc, je me suis dit, vas-y, on lance la cagnotte. Et puis voilà, avec la cagnotte, les subventions, etc., ça m'a permis de financer tout ça, d'acheter aussi le premier stock de livres, d'avoir un minimum de trésorerie. Et puis... T'es resté en lien avec la première librairie où t'avais fait ton stage? Ah ouais, toujours. Même aujourd'hui, je travaille là-bas, là. Bon, après, du coup, pour essayer de reprendre le fil, donc 6 juillet 2019, je suis sur le parvis. Ça se prolonge au début, j'avais une autorisation jusqu'à septembre. J'arrive à la prolonger jusqu'au mois de novembre. Donc, début 9 novembre, j'arrête parce que là, il commence à faire froid, des fois il pleut, donc c'est compliqué de continuer dans ces conditions. Donc, j'arrête. On a fin 2019, je bosse à la librairie Folie d'encre 3 mois, de novembre à février, parce que c'est les périodes de fête de fin d'année, il y a du monde, il y a beaucoup de ventes, donc ils ont besoin de renfort à ce moment-là. Ils décident de me recruter. Et là, c'est un peu le miracle qui se produit, c'est que, boum, fin de février 2020, mon contrat en CDD s'arrête chez Folie d'encre. Le 15 mars, on rentre en confinement, premier confinement. Et moi, mon objectif, c'était de revenir sur le parvis avec le conteneur dans le courant du mois de mai 2020. Sauf que le 15 mars, boum, confinement.
J'ai pas d'argent parce que j'ai démissionné depuis début 2019. Et en fait, là, les 3 mois que je fais en fin d'année 2019 avec Folie d'encre, ça me débloque mes droits au chômage. Donc là, je suis... Sauvé par le gouvernement. Je suis serein. Je me dis, on rentre en confinement le 15 mars. Comment je vais trouver du travail en plein confinement, etc. Donc, j'ai mon chômage. Bah, ça retarde les choses, du coup, puisque le confinement, machin, enfin, tout le contexte fait que finalement, je peux m'installer que le 19 septembre 2020. Je me réinstalle sur le parvis avec le conteneur et j'ouvre à partir du 19 septembre 2020. Donc là, c'est tout un autre contexte, puisque là, j'ai pas juste une table et quelques livres à gérer. Là, j'ai un lieu à gérer, où je dois accueillir les gens, où je dois gérer le stock, etc. Et bah, depuis, c'est là que j'en suis, quoi. Depuis, ça tourne, les gens viennent. Les gens viennent. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus par curiosité déjà, parce qu'ils en ont entendu parler dans les médias ou parce qu'ils passent à la gare et c'est pas forcément commun de voir un lieu pareil. Et parce qu'ils viennent m'encourager, parce qu'ils se demandent ce que c'est, parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'ils achètent, etc. Et après, bah, c'est comment est-ce que maintenant je m'en sors avec pour développer l'activité, la rendre pérenne. Voilà, la mairie de Saint-Denis. Alors l'ancienne équipe municipale, parce qu'entre-temps il y a eu des élections municipales à Saint-Denis. Enfin, il y a eu les élections municipales et à Saint-Denis l'équipe a changé. Donc l'équipe municipale sur laquelle j'avais commencé le projet en 2019 m'a donné une autorisation de 3 ans pour être sur le parvis pendant 3 ans. La nouvelle équipe valide le projet, donc me permet de continuer pendant ces 3 ans. Et le but, c'est de renouveler au moins 3 ans de plus une fois qu'on a atteint la première échéance. Et depuis, j'essaye de mener le projet à bien, malgré tout ce qui fait que ça peut être compliqué. T'arrives à en vivre là? Ah non, là, j'arrive pas du tout. Là pour moi, l'instant, je me rémunère pas du tout dessus. C'est un business qui s'auto-rémunère. Voilà, on peut dire ça. Et je me rémunère pas du tout dessus. Vu que j'ai encore quelques mois de chômage, comme je te dis, t'es encore là-dessus. Tu touches juste mon chômage. Et là, depuis début février, je bosse à mi-temps dans la librairie Folie d'encre. À côté. Qui, depuis le départ, tu peux toujours avoir des aides pour t'accompagner? Bah, peut-être, mais faut que je me renseigne. Faut que tu te renseignes. Parce que là, j'aimerais développer, du coup. Voilà, t'as des auteurs qui viennent te proposer leurs bouquins à vendre chez eux? Ouais, j'ai des auteurs. Après, je fais moi mes propres choix. Enfin voilà, comme n'importe quelle librairie, je suis inscrit. Mais on vient de voir, est-ce que tu peux vendre mon livre? Ça. Et du coup, tu dois découvrir des bouquins intéressants. Maintenant, c'est la réalité du métier de libraire, c'est que il y a des millions et des millions de livres. Il faut faire des choix. Moi, j'ai un espace restreint. T'as un type de livre en particulier ou tu vas dans tout? Moi, c'est une librairie généraliste dans le sens où il y a tous les formats. Bande dessinée, essais, sciences humaines, romans, littérature, album jeunesse. Il y a tous les formats. Maintenant, il y a les sujets qui, moi, me portent, m'animent, m'intéressent depuis, comme je t'ai dit, 2005, toutes ces années-là où je suis intéressé beaucoup sur les sujets de société, ce qui concerne l'Afrique, les questions de panafricanisme, par exemple. Tout ce qui va être là, avec tout ce qui se passe avec le Covid, le travail, tu vois, toutes ces questions de la condition féminine, tout ce qui interroge, en fait. Moi, c'est beaucoup le livre comme outil pour essayer de mieux comprendre la société dans laquelle on vit et essayer des fois de mieux se comprendre soi-même, parce que des fois, il y a des parcours un peu d'introspection, quoi. Et après, aussi, bien sûr, le livre, disons, loisir, quoi, pour juste lire une histoire qui va nous divertir, ou même à travers une histoire, un roman, on peut aussi apprendre des choses. C'est pas forcément que du divertissement. Il y a des jeunes qui viennent te voir? Ouais, aujourd'hui, il y a tous les profils. Après, moi, dans mon ambition, ce qui fait aussi que j'ai envie d'être sur le parvis de la gare de Saint-Denis, dans un lieu comme ça, public, c'était dans une démarche de, si les gens viennent pas à la librairie, c'est la librairie qui doit aller vers eux. Donc, mon utopie de départ, c'était, j'aimerais faire en sorte que le livre soit accessible pour tout le monde. Maintenant, la réalité, c'est que ceux qui viennent me voir, c'est d'abord les gens qui sont déjà sont déjà dans le milieu. Voilà, le public qu'on dit éloigné du livre, quelle qu'en soit la raison, c'est un public que je réussirai à atteindre sur le long terme, notamment à travers la mise en place d'animations, de rencontres, de débats, trouver il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses à faire sur le parvis, parce que j'ai l'espace en plus. Je passerai te voir là-bas. Avec plaisir. Mais c'est des choses que j'ai pas pu mettre encore en place parce que le confinement la situation elle est un peu dérangeante, mais tu tiens le coup. Ça, ce qui est intéressant. Et de l'autre côté, avec cette situation actuelle, t'as un gros challenge.
Ouais, bah j'ai un sacré challenge puisqu'il faut que maintenant, voilà, je suis dans, comme je te dis, j'ai mon projet qui est lancé. Il faut que je le maintienne il faut qu'il se pérennise, qu'il grossisse. La communication, c'est important. Et en même temps, pour que je puisse faire mon travail de libraire correctement et pas juste être un vendeur, parce que mon but, c'est pas juste de vendre les livres. Bien sûr, il faut les vendre pour que le commerce tienne, mais la différence entre les libraires et le vendeur, c'est qu'il faut que je connaisse aussi les livres que je vende, que je puisse orienter, que je Donc, puisse t'as une conseiller. grosse partie où il faut les lire, ou en tout cas, faut que tu... c'est inévitable que je puisse. Donc, j'ai aménagé les horaires de façon à ce que ça puisse me dégager suffisamment de temps pour le lire, pour en découvrir, pour communiquer dessus. J'aimerais bien reprendre la chaîne YouTube, notamment. Et voilà, c'est beaucoup de travail, de faire de la vidéo, de monter, etc. Et à côté de ça, j'ai aussi la vie de famille, parce que mon projet, il ne faut pas que ça empiète sur ma vie de famille. J'ai mon fils. Si tout va bien, normalement, j'aurai un deuxième enfant dans peu de temps. Donc tu gères tout ça, c'est quoi. des choses aussi. Et puis voilà. Quel bouquin tu nous indiquerais? Quel est un bouquin que tu nous conseilles de lire? Là, le bouquin, en tout cas, moi, un des bouquins qui m'a beaucoup marqué là dernièrement et qui fait beaucoup référence éco-actualité, c'est un bouquin d'Aminata Sofal qui s'appelle La grève des battus. Et c'était un bouquin que Bala lui-même m'avait recommandé, où en fait on est au Sénégal, à Dakar notamment, on suit des personnages. Le personnage principal, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui est dans la politique et qui aspire à avoir un poste de Premier ministre. Et en fait, sa mission, c'est de faire en sorte que dans la ville de Dakar, il n'y ait plus les mendiants, les personnes qui sont un peu nuisibles, comme ça, qui sont jugées un peu nuisibles. Pour développer et favoriser le tourisme. Donc il fait en sorte de chasser tous ces mendiants de la ville. Et à travers cet écrit, l'autrice nous montre aussi que la société sénégalaise, c'est aussi une société très spirituelle où, bien qu'on puisse être quelqu'un avec beaucoup de pouvoir politique, argent, on est quand même, d'une certaine façon, attaché au spirituel, et on peut avoir au village son marabout auquel on va demander des faveurs, malgré des choses tout, comme ça. Ouais. Et qui est cette personne spirituelle qui va essayer de nous favoriser les choses qu'on souhaite avoir, mais à travers notamment des actions à réaliser, notamment des offrandes, ce genre de choses. Et en fait, les mendiants comme ça qui sont chassés, maltraités par la police et l'action de ce politicien vont décider de se mettre en grève. Donc on se dit, les mendiants se mettent en grève, qu'est-ce que ça va changer finalement? Et en fait, c'est là qu'ils arrivent à retourner la situation de pouvoir, parce qu'en se mettant en grève, en fait, ils se mettent en grève en n'acceptant plus les offrandes que les gens peuvent venir leur faire. Et c'est là que psychologiquement, ça va jouer, il va se passer quelque chose de très dur pour cet homme qui aspire à devenir Premier ministre, etc. Parce que s'il n'arrive pas à faire l'offrande que son maître spirituel lui a dit de faire pour favoriser ses chances d'être Premier ministre, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que finalement, les mendiants qui au départ étaient des personnes méprisées, etc., deviennent d'une certaine façon un peu les personnes qui ont l'importance. Et ça faisait écho en fait à la situation du confinement, où le premier confinement, il y a eu beaucoup ce discours de les gens en première ligne, les infirmières, les caissières, les gens que personne ne calcule, les gens qui travaillent en EHPAD, les éboueurs, tous ces gens-là que dans la vie de tous les jours on ne fait pas trop attention. D'un coup, ça devenait les gens les plus importants qu'on valorisait. Il y a eu beaucoup ce discours-là. Bon, ça s'est perdu maintenant, mais... Donne-moi un film maintenant. Un film? Ouais. J'ai envie de te dire, je sais pas, Malcolm X, le film de Spike Lee. Celui de Spike Lee. Celui de Spike Lee. Après, les films, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film. Je suis pas très film, moi. T'es plus il y a plein de films que j'ai pas vu, mais ouais, ce film-là, il m'a bien marqué. Malcolm X, de manière générale, c'est quelqu'un qui m'a bien marqué. Qu'est-ce que, pour finir là-dessus, dealer de livres, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont en aventure, qui veulent construire? Qui veulent construire. Qui ont un parcours comme le tien, qui se cherchent quelque part et qui veulent monter peut-être leur activité. Quelque part, ton inconscient t'a ramené à faire ce que tu fais, mais en même temps, tu as cru en toi, dans ta capacité à vouloir... Quoique, tu cherchais plutôt à aller en Afrique. Ouais, et t'as transféré ça sur le bouquin. C'est un peu, si tu veux, l'Afrique, c'est un peu ma boussole, si tu veux. Donc la direction, elle est toujours la même. C'est après comment est-ce que, avec ce projet-là, je vais réussir à faire quelque chose là-bas. Ok, c'est ça l'idée. Donc le projet, il n'est pas encore fini. De pas être là-bas pour être là-bas. Tu vois. J'ai envie d'être là-bas pour aussi faire des choses. Donc
Et la direction est toujours la même. Maintenant, peut-être que le chemin est plus long, mais la direction est toujours la même. Ok. Et, le conseil que je pourrais donner, entre guillemets, parce que moi-même, je suis dans le processus de construction, tu vois, c'est que vraiment, il faut, quand on a un projet ou quand on a une idée, parce que moi, je suis pas spécialement devenu entrepreneur, un peu, ça, c'est un peu les mots à la mode, parce que j'avais envie d'être entrepreneur. Comme je t'ai dit, moi, je voulais juste être libraire. J'ai essayé et j'ai vu que pour être libraire, j'avais pas le choix de faire ma propre librairie. Et si je devais conseiller, c'est déjà de bien se renseigner sur le domaine dans lequel on veut aller. Parce que juste dire des phrases un peu, ouais, faut croire en soi, etc., ça suffit pas. Si moi, concrètement, la libraire, par exemple, que j'ai rencontrée à Saint-Denis, Folie d'encre, qui est une libraire qui est là depuis 20 ans, etc., m'avait dit non, franchement, ton projet, tu vas dans le mur, etc., peut-être que j'aurais dit bon, elle, je vais l'écouter, ça fait 20 ans. Autant les gens qui sont comme moi, qui connaissent rien, qui me disent n'y va pas, je les écoute pas spécialement, même si c'est des proches. Mais elle qui est dans le domaine, je l'aurais écouté, tu vois. Je me suis renseigné, j'ai fait mes propres recherches et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à tenter. Mais si j'avais vu que tous les chiffres me disaient que j'allais aller dans le mur, j'y serais pas allé, même si j'y crois, etc. Dernière question. Que t'inspire P The Builder? P The Builder? Builder, c'est constructeur, c'est ça? C'est ça, hein. Moi, j'ai envie de construire des choses. Il y a une phrase qui m'inspire beaucoup, c'est, je crois que c'est Lao Tzu qui disait ça, ou j'ai vu ça sur Internet ou dans le métro, je sais plus. Rien ne cesse de maudire les ténèbres, vaut mieux allumer une bougie. Voilà, donc moi, je ferai le lien avec ça, avec P The Builder. Moi, j'essaye d'allumer ma bougie. T'essaies d'allumer ta bougie. Et voilà, après, il y a ceux qui la verront, qui voudront suivre ou pas. Suivre, ou qui voudront eux-mêmes allumer la leur. Voilà, c'est ça. Moi, l'idée, c'est ça. Merci d'être venu nous voir. C'est cool, merci. Dealer de livres. On te retrouve sur les réseaux sociaux, on te retrouve sur YouTube avec le même nom. Dealer de livres partout. Instagram, Facebook, passez YouTube. le voir. J'espère que ça reprendra. Donnez-lui de la force, participez à sa cagnotte. Merci. En tout cas, voilà, on t'encourage. À plus tard. C'est cool. Merci. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.